Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce jeudi. Candidature de la France pour le poste de commissaire européen, deuxième prise. Après le rejet de Sylvie Goulard, le chef d'entreprise Thierry Breton passera-t-il l'épreuve du Parlement européen ? Entretien ce soir avec Stéphane Séjourné, chef de la délégation française du camp d'Emmanuel Macron au Parlement. Le dictateur Franco exhumé, sa dépouille a été transférée aujourd'hui depuis un mausolée vers un cimetière plus discret. Le gouvernement espagnol voulait mettre fin à un affront moral. Les explications de notre journaliste Manu Teradilos dans un instant. Au Liban, les réformes du Premier ministre Saad Hariri n'auront pas suffi. La contestation n'a pas faibli. Le président libanais Michel Aoun s'est adressé pour la première fois au pays aujourd'hui. Il ouvre la voie au dialogue, mais refuse un renversement du régime. Et puis lui reste la vedette incontestée des librairies. Astérix revient avec un 38e album qui suit les aventures de la fille de Vercingétorix, une adolescente rebelle, un classique français. 2 semaines après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, vu comme un camouflet pour Emmanuel Macron, c'est Thierry Breton qui entre en piste. L'actuel PDG du groupe Atos et ancien ministre de Jacques Chirac a été choisi par le président de la République pour être candidat de la France au poste de commissaire européen. Mais plusieurs députés européens de l'opposition pointent déjà des supposés risques de conflit d'intérêts. Les détails avec Laura Berlioz. Son nom a été dévoilé ce jeudi matin. Emmanuel Macron propose Thierry Breton, PDG du groupe Atos, comme nouveau commissaire européen, un poste pour lequel il coche de nombreuses cases. Thierry Breton ou un profil qui mêle les secteurs publics, politiques et privés. Ministre de l'économie sous Jacques Chirac entre 2005 et 2007 avec tutelle sur l'industrie, il a été PDG de grands groupes industriels et du secteur de la défense comme Thomson, mais s'est surtout fait connaître en tant que sauveur d'entreprise après la privatisation de France Télécom. En revanche, choisir un grand patron comme candidat à la commission accroît les risques de conflit d'intérêts, d'autant que le groupe Atos est un fournisseur de services informatiques de l'Union européenne. Pour accéder à ce poste, Thierry Breton devra convaincre des eurodéputés particulièrement soucieux de transparence. Ils ont justement rejeté il y a 15 jours la candidature de Sylvie Goulard, premier nom proposé par Emmanuel Macron. Un véritable camouflet pour le chef de l'État qui avait surtout pour enjeu de conserver le vaste portefeuille obtenu pour le commissaire français. Ce dernier ne change pas et englobe entre autres la politique industrielle, le renforcement du marché intérieur ou encore le numérique. S'il maîtrise ces domaines, Thierry Breton assure d'ores et déjà se préparer pour l'audition devant les eurodéputés. Et pour réagir à la candidature de Thierry Breton au poste de commissaire européen, je reçois sur ce plateau Stéphane Séjourné, député européen et chef de la délégation Renaissance au Parlement européen. Bonjour, merci d'être avec nous dans Euronews Soir. Alors, votre réaction à cette nouvelle candidature 2 semaines après le rejet de celle de Sylvie Goulard ? C'est une candidature qui est assez complète et qui me satisfait puisqu'elle coche tous les critères en tout cas qu'avait fixé le président de la République à cette candidature. Quelqu'un de compétent sur un portefeuille qui avait été préalablement d'ailleurs négocié par la France, un portefeuille qui est assez ample. Quelqu'un d'expérience qui à la fois a combiné une expérience ministérielle mais aussi une expérience dans le privé. Et ça c'est important au niveau européen. Et puis quelqu'un qui s'intégrera dans notre famille politique, la famille politique au Parlement européen et donc avec enthousiasme et hâte, on a hâte de travailler avec lui et évidemment de l'aider à passer toutes les étapes des auditions qui sont maintenant très bien connues du grand public. Alors Thierry Breton est un ancien ministre de l'économie sous Jacques Chirac, c'est aussi un chef d'entreprise. N'avez-vous pas peur qu'il y ait des potentiels conflits d'intérêts une nouvelle fois ? Non, je pense pas. Je pense que d'ailleurs Thierry Breton s'expliquera sur l'ensemble de la gestion à la fois des portefeuilles qu'il a eus et ce qu'il aura à exercer en tant que commissaire européen. Et puis par ailleurs, on ne peut pas non plus totalement exclure toutes les personnalités qui n'ont pas eu une carrière uniquement linéaire dans la politique. La politique, c'est aussi un passage. Et commissaire européen comme ministre en France, c'est un passage dans la vie publique. Et il faut des gens qui ont de l'expérience ailleurs, et notamment Thierry Breton a de l'expérience dans le domaine industriel, de l'économie. Donc ça, c'est plutôt une plus-value plutôt qu'une critique, ce que je peux entendre dans des dernières 24 heures. Merci Stéphane Séjourné d'avoir réservé vos réactions à Euronews. Merci à vous.
44 ans après sa mort, le dictateur Francisco Franco a été exhumé aujourd'hui de son mausolée monumental près de Madrid, en Espagne. En présence de membres de sa famille, sa dépouille a été transférée dans un cimetière plus discret où repose son épouse dans le nord de la capitale. Une exhumation qualifiée de profanation par l'extrême droite qui réveille quelque peu les blessures du passé. Mais c'était une promesse du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. On retrouve au cœur de la rédaction Manu Teladilos, journaliste au service espagnol d'Euronews. Bonsoir Manu. L'objectif de cette opération, au fond, c'était d'éviter que ce mausolée devienne en quelque sorte un lieu d'hommage à la dictature. Pedro Sánchez avait parlé d'affront moral. Buenas noches, bonsoir Guillaume. Oui, bien évidemment, c'est d'un côté pour éviter que les lieux servent pour rendre hommage aux protagonistes de la dictature, et aussi c'est qu'ils veulent faire que ces lieux deviennent précisément un endroit pour rendre hommage aux victimes. Tout ça remonte à la très connue Ley de Memoria Histórica, la loi de mémoire historique de 2007, approuvée pour les socialistes à l'époque, mais qui puis avait été mise un peu à côté par les gouvernements de droite, les gouvernements du Parti populaire. Et grosso modo, c'était une loi qui voulait mettre en œuvre et approuver toutes les mesures nécessaires pour rendre hommage à ces victimes et aussi pour les compenser d'une façon adéquate. Donc, qu'est-ce qu'on parlait? On parlait d'un truc très large, on parlait même d'enlever tous les symboles franquistes, par exemple les noms de rues, on parlait de chercher et trouver les fosses communs où il y a les victimes, pas seulement que de la dictature, mais aussi de tous les conflits, de la guerre civile qu'il y a en Espagne. On parlait aussi de donner la nationalité aux enfants des exiliés qui ont dû quitter l'Espagne lors de la dictature. Et aussi cette loi parle bien évidemment de ce qui nous concerne aujourd'hui, de ce Valle de los Caídos, qu'on peut traduire comme la vallée des tombés, de ceux qui sont tombés en combat. Et cette loi veut d'un côté éviter de politiser les droits, que les droits ne soient pas utilisés pour rendre hommage à Franco et à la dictature. Et tout le contraire, c'est pour rendre hommage aux victimes des conflits, de la guerre civile et de la dictature. Compte tenu de ça, et bien évidemment, Franco, ce n'est pas la place pour lui, et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de les transférer à un autre cimetière. Merci Manu pour ces précisions. Et venons-en aux suites de l'enquête sur cette macabre découverte qui a choqué le Royaume-Uni hier. 39 corps ont été retrouvés dans un camion près de Londres. La police a indiqué qu'il s'agissait de ressortissants chinois, 8 femmes et 31 hommes. Le chauffeur arrêté est un homme de 25 ans originaire d'Irlande du Nord. L'enquête doit encore déterminer les circonstances de ce drame qui rappelle un précédent au Royaume-Uni. En juin 2000, 58 clandestins chinois avaient été retrouvés morts, asphyxiés dans un camion dans le port de Douvres. Au Liban, le soulèvement populaire contre la classe politique n'en finit pas malgré les réformes annoncées par le Premier ministre Saad Hariri en début de semaine. Le président libanais Michel Aoun s'est lui dit aujourd'hui prêt à discuter avec des représentants des manifestants, mais il rejette l'idée d'un changement de régime. On fait le point sur la situation avec Maxime Bios-Duplan. Le face-à-face est amical et respectueux, mais combien de temps cela peut-il durer ? Au Liban, l'armée a été déployée à Beyrouth, la capitale, pour commencer à signifier aux manifestants qu'ils devaient partir. À part quelques incidents dans le sud du pays, la situation reste pour l'instant calme. L'armée, c'est l'honneur du peuple et le gouvernement est capable de causer un affrontement entre elle et nous. Mon frère et mon cousin sont dans l'armée. Depuis plus d'une semaine maintenant, des centaines de milliers de personnes dans le pays demandent la démission du gouvernement et un changement de régime. Les rassemblements sont quotidiens, des barricades ont été construites sur les principales routes du Liban et les banques et les universités sont fermées. Tout le monde doit voir que le pays est mort. C'est ce que nous disons. Nous avons décidé d'ouvrir les rues, nous, le peuple. Et maintenant, nous voulons bloquer les rues jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Nous commençons à collaborer et à être constructifs, enfin. Tentant de désamorcer la contestation, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé une série de réformes économiques, dont l'une assez spectaculaire, réduisant de 50% les salaires des ministres et des députés. Pour relancer l'économie, le gouvernement compte maintenant beaucoup sur le déblocage d'un fonds de 11 milliards de dollars promis en avril 2018 lors d'une conférence à Paris en échange de réformes structurelles. Mais pour l'instant, et de jour comme de nuit, les manifestations continuent. Elles entrent dans leur deuxième semaine. Le président libanais Michel Aoun a dit ce matin qu'il était prêt à rencontrer des manifestants.
Retour en France où 3 personnes ont perdu la vie dans les intempéries qui ont frappé ces 3 derniers jours le sud du pays. De violentes pluies ont causé des inondations et des dégâts importants. Une partie des trains continue d'être perturbée dans la région. Aujourd'hui, le temps était encore agité en Haute-Corse, maintenu en vigilance orange, orage et pluie inondation. On fait le point avec Maya Coutan. En France, les inondations ont causé la mort de 3 personnes. Les intempéries qui ont sévi cette semaine ont été d'une grande violence. Les dégâts ont été nombreux, des rues ont été recouvertes de boue, des voitures ont été déplacées par la simple force du courant. Ce jeudi matin, près de 400 foyers restent encore sans électricité dans l'Hérault et 300 dans le Gard. À 3h30, ça pétait de partout. Même je me suis demandé si on ne traînait pas quelque chose dans la rue, tellement c'était un bruit épouvantable. Et ça a duré 3 heures. En Catalogne comme en France, les pluies diluviennes n'ont pas épargné les habitants. L'état d'urgence a été décrété. 5 personnes sont encore portées disparues. Les intempéries ont également sévi dans le nord-ouest de l'Italie. Le pays a subi d'importantes averses. Et comme chaque jour désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets traités par les autres éditions linguistiques d'Euronews et nous vous les proposons en partie en version originale. Nos collègues grecs, de leur côté, évoquent cette manifestation d'étudiants qui a dégénéré. Plusieurs dizaines d'entre eux ont tenté de forcer un barrage de police. Ils protestent contre une série de mesures du gouvernement qui autoriserait le renvoi des étudiants n'ayant pas obtenu leur diplôme dans un laps de temps donné. Spaghetti, trofi e ziti, orecchiette, tutte le declinazioni del... Et puis le service italien d'Euronews, mais pas seulement, s'est intéressé à la journée mondiale des pâtes qui a lieu demain. Les Italiens restent les premiers consommateurs au monde, suivis des Américains et des Iraniens, nous disent nos confrères. La France arrive ensuite. Des pâtes qui sont sur toutes les langues, qui rassemblent au-delà des différences, que ce soit l'origine ou la langue, justement. Et puis une autre tradition qui se perpétue dans la bande dessinée cette fois, Astérix et Obélix sont de retour avec un 38e album intitulé La fille de Vercingétorix. Il met en avant une adolescente rebelle tout en reprenant les classiques de cette bande dessinée mondialement connue. Fiche de lecture avec Maxime Bios-Duplan. Astérix, Obélix et les 2 auteurs qui leur ont donné vie. Voilà la photo de famille pour la promotion de l'album La fille de Vercingétorix pour sa sortie mondiale ce jeudi. 38e épisode de la série et le 4e post-Uderzo et Goscinny. Il met en scène une adolescente un peu farouche, Adrénaline, fille du grand chef gaulois qui atterrit dans le village d'Astérix. C'était compliqué de faire intervenir ce personnage historique dans le milieu des Gaulois. Ça chamboulait l'histoire avec un grand H. Donc Adrénaline est arrivée parce que c'était la solution de parler de son père en parlant de sa fille. Et ça débouchait sur un thème intéressant qui était l'adolescence, qui avait été peu traité dans les albums. Pour Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, il ne s'agissait que de marcher dans les pas d'Astérix et Obélix. Quant à Adrénaline, elle serait digne de l'héritage des 2 héros. Je pense qu'Adrénaline est certes dans l'air du temps, mais qu'elle est surtout parfaitement en adéquation avec l'esprit de l'œuvre, avec l'humour, avec les aventures d'Astérix en général. Et c'est presque un personnage que mon père aurait pu inventer. Adrénaline, en effet, est une héroïne très moderne et réaliste. Certains y ont même vu comme une Greta Thunberg gauloise. En tout cas, c'est une fille, partout à Tisse. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Je vous donne rendez-vous demain soir pour Euronews Soir. Belle soirée à tous sur notre chaîne.